Bien, bonjour à tous. On est vraiment content de vous voir nombreux de bon matin et de reconnaître dans la salle quelques fervents participants de CGECO. Nous allons donc nous parler ce matin des nouveaux territoires de la culture avec le cas du cinéma, très présent dans votre région d'ailleurs et dans d'autres régions de France. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec nos invités. Notre thème, c'est vraiment où va aujourd'hui l'industrie du cinéma, puisque bien sûr, comme tout le monde, vous constatez à quel point elle est, on ne va pas dire attaquée, mais disons concurrencée par d'autres formes, les fameuses plateformes de vidéos à la demande, comment beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent voir les films confortablement chez eux. Le système de soutien donc du Centre national du cinéma français est très challengé, on va dire. Et nous allons parler, nous, de la conquête de nouveaux territoires, à la fois de ces territoires-là, c'est-à-dire le numérique versus un cinéma plus classique, un soutien à la production cinématographique, au métier du cinéma, très nombreux, et les nouveaux territoires, ce sont aussi, bien sûr, les régions françaises et ce qu'elles font de cette production. Et bien entendu, au-dessus de tout cela, la place de la culture dans notre pays, et singulièrement dans votre région. Voici. C'est Françoise Benamou, très bonne spécialiste, je le dis et je le pense, de l'économie de la culture, qui va se charger d'introduire notre table ronde. Et ensuite, nous aurons un débat assez large et auquel vous participez, puisque sur la plateforme, vous pouvez nous envoyer vos SMS, vos commentaires et vos questions pour nos invités. Je vous les présente donc un peu dans le désordre. Laurent Creton, professeur à l'université de Sorbonne Nouvelle, qui va nous donner un petit peu un panorama aussi de la situation de ce cinéma français, en le comparant, si possible, à d'autres pays. Et vous verrez, c'est très éclairant. Madame Stéphanie Pey est présidente directrice de la Caisse d'épargne partenaire de CGECO. Madame, levez la main pour qu'on vous situe. Mais elle est également la présidente de Rhône-Alpes Cinéma. À côté d'elle, Myriam Picot pour la métropole de Lyon est chargée de projet. C'est l'unité de partenariat justement et de management de l'information. Donc pareil, place du cinéma sur les territoires. Benoît Danard est le directeur des études du Centre national de la cinématographie en France. Et enfin, Grégory Fess est le directeur général Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Donc avec vous tous, ce panorama et cette place du cinéma en France et dans la région. Commençons par nous rassurer peut-être avec vous, Benoît Danard, et quelques planches que vous avez apportées, mais juste qui vont nous servir d'illustration pendant notre discussion. La France... pardon, je disais Benoît Danard et j'oubliais Françoise, je suis stupide. On avait dit Françoise, introduisez, on a bien besoin de son introduction. Allez-y Françoise, excusez-moi. Et ensuite, on fera ce panorama rapide avec Benoît. Merci Dominique, je vais être rapide. Nouveau territoire, vous savez, quand Pascal Lemairet, je le remercie, m'a suggéré d'organiser quelque chose sur le cinéma, je lui ai dit tout de suite nouveau territoire de la culture, nouveau territoire du cinéma. Et je crois que c'est bien d'actualité aujourd'hui. Dans la culture, le président de la République inaugure le Louvre à Abu Dhabi, le Louvre qui est à Paris, à Abu Dhabi, qui est dans les musées du monde à travers ses prêts et qui est sur Internet. Et le cinéma, d'une certaine manière, c'est la même chose, c'est-à-dire le cinéma emprunte de nouveaux chemins et va vers de nouveaux territoires. Alors, évoquer de nouveaux territoires à l'heure de la mondialisation et de la numérisation, ça peut paraître un peu paradoxal en même temps parce que quand on pense à territoire, on pense à quelque chose qui est local, qui est ancré. Et justement, là, on va voir cette double dimension. Et là-dessus, mon hypothèse est double. La première, c'est que la mondialisation suscite un besoin et une envie de retourner vers les territoires. Et puis, d'autre part, la numérisation engendre le développement de son antidote, le besoin de socialisation, qui se traduit notamment par le retour, pour le cinéma, vers la salle de cinéma. En d'autres termes, quand on réfléchit à l'articulation entre mondialisation et numérisation, on se demande, on se tourne vers la notion de territoire et on se demande si c'est pas cette notion qui revient sur le devant de la scène. Alors, juste quelques mots au sujet de la mondialisation. Il y a toujours évidemment une dimension transnationale, si je puis dire, du cinéma. Le cinéma s'exporte, le cinéma voyage, il raconte le monde. Mais cette dimension, elle se démultiplie avec la montée de nouveaux territoires du cinéma. Je pense par exemple à la Chine, comme à d'autres pays émergents. Et la Chine, qui n'est pas seulement, il n'y a pas seulement un cinéma chinois qui se développe aujourd'hui, mais il faut savoir que par exemple la Chine est acheteuse de la moitié, enfin elle a déjà acheté à peu près la moitié du parc de salles aux États-Unis.
Mais en même temps, le cinéma reste profondément, très profondément ancré dans les territoires où il prend naissance. Dans un travail que nous avions mené avec notamment Daniel Cohen pour le Conseil d'analyse économique, et qui reste, je crois, d'actualité, on avait essayé de montrer que les œuvres culturelles peuvent avoir une dimension mondiale, et tout particulièrement le cinéma, mais s'adressent d'abord à des publics locaux. Et cela signifie que le caractère local, par exemple, des tournages, sur lequel on insiste aujourd'hui beaucoup, ne relève pas seulement d'une dimension économique, hein, c'est-à-dire la volonté de récupérer les retombées économiques des tournages, mais aussi d'une dimension tout autre, qui est une dimension véritablement culturelle, c'est-à-dire ça renvoie au fait que les œuvres incorporent des valeurs, des images, des modes de vie, et leur ancrage est local. Elles sont à la fois des images du monde et des images locales. Et quant au numérique, je finirai là-dessus, il est frappant de noter à quel point il s'ancre lui aussi dans des processus tout à la fois d'individualisation. On écoute par exemple la musique avec nos écouteurs, on va regarder des films sur nos tablettes, si ce n'est sur nos téléphones, mais en même temps, il nourrit son contraire, c'est-à-dire le besoin manifeste de sortie, de sorte que, par exemple, dans le spectacle vivant, les individus qui écoutent de la musique en streaming sur leurs écouteurs vont retourner dans les salles de spectacle. Et il y a une véritable revitalisation du spectacle qu'on avait observé aux États-Unis il y a pas mal d'années et qui est venue en France et dans l'ensemble du monde. On le retrouve dans le domaine du livre où plus on lit de livres sous divers formats et plus on a envie aussi d'aller écouter les auteurs dans des lectures, dans des conférences, etc. Et on le retrouve bien entendu dans le domaine du cinéma où la fréquentation des salles, qui est certes sensible à toute une série de paramètres, est aussi finalement tout à fait revitalisée comme antidote à l'individualisation des pratiques. Donc voilà, pour résumer cette introduction, je voudrais juste insister sur, d'un côté, la déterritorialisation, sur le nomadisme de la consommation de cinéma, avec un glissement des outils de visionnage dans le sens d'une fragmentation en direction de différents matériels, l'ordinateur, la tablette, le téléphone. Déterritorialisation aussi, avec des exigences du public en matière de visionnage, qui veut pouvoir voir ses films, même s'ils traversent les frontières, à la faveur d'un abonnement en SVOD par exemple. Et puis, en même temps, reterritorialisation. Et ça c'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est tout à fait évident, reterritorialisation des pratiques, côté offre avec les tournages relocalisés, et côté demande avec une consommation qui a aussi envie de voir des images de ces territoires. Voilà, merci, je vais laisser la parole à tous nos invités. Merci beaucoup Françoise. En fait, vous allez voir, c'est un débat qui est plutôt positif, hein. Je crois qu'on n'a pas trop à se plaindre en France en tout cas, de la situation du cinéma. Ça fait plaisir de le rappeler en commençant. Et on va le démontrer tout de suite avec vous, Benoît Dana. Je pars du dernier point de Françoise Benamou, cette fréquentation des salles. On pourrait se dire, mais alors les gens ne vont plus au cinéma. Erreur, ils y vont peut-être de plus en plus. On va vous passer le micro, pardon. Oui, il va falloir vous faire circuler les deux micros. Merci. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un paradoxe, alors qu'on n'a jamais eu autant de films disponibles sur tous nos écrans. Pour autant, la salle de cinéma, on va le voir, conserve une vraie attraction en France pour le public, et on est à des niveaux de fréquentation qu'on n'a quasiment jamais atteints depuis 50 ans. Donc, alors même, encore une fois, qu'on a des milliers de films disponibles un peu partout sur nos écrans. Alors peut-être, moi je voudrais juste d'abord repositionner le marché français par rapport aux autres grands marchés européens de la salle de cinéma, en répondant à une question toute simple: c'est quoi la place du cinéma en France par rapport à nos autres grands pays en Europe? Alors, quelques chiffres, tous ces chiffres sont publics, hein, ils sont sur un très bon site qui s'appelle cnc.fr, hein, voilà, on fait un petit peu de publicité. Alors peut-être juste, vous voyez là, sur cette planche-là, vous avez une comparaison à la fois des entrées et des recettes dans les 5 grands pays européens, et vous voyez qu'en France, l'année dernière, il y a eu 213 millions d'entrées, c'est le deuxième plus haut niveau depuis 50 ans, depuis 1966. L'autre niveau le plus élevé, c'était en 2011 avec 217 millions d'entrées. Mais vous voyez, on est à des niveaux très très élevés. Quand on compare au Royaume-Uni, à l'Allemagne, en Espagne, en Italie, on voit qu'on est bien supérieur. En termes de recettes, parce que le cinéma c'est aussi une industrie, on est à des niveaux de recettes aussi très élevés, 1,4 milliard. Alors selon la valeur de la livre, parfois le
le Royaume-Uni nous a dépassé, mais enfin en ce moment la livre baisse, donc en termes de recettes, on est sur un niveau supérieur. 1,4 milliard, c'est la valeur des entrées. Autre spécificité aussi du marché français, c'est son parc de salles, qui est le plus grand d'Europe. Il y a, vous le voyez, plus de 5800 écrans, parce que qu'est-ce qu'il faut pour aller au cinéma? Il faut d'abord des salles de cinéma. C'est ce que je dis, des salles de cinéma et qu'elles soient ouvertes. Puis après, enfin, il faut des films. Mais si vous n'avez pas de salle, la fréquentation, malheureusement, ne peut pas se développer. En France, on a cette chance-là d'avoir un parc de salles particulièrement dense, plus dense que dans les autres pays européens. Si on rapporte le nombre d'habitants au nombre d'écrans, on a en moyenne en France 9 écrans pour 100 000 habitants. Et vous le voyez, c'est supérieur à ce qu'on peut observer en Espagne, en Allemagne, en Italie ou au Royaume-Uni. C'est d'autant plus frappant, Benoît Danard, que si l'on se souvient, enfin, si l'on connaît bien le cinéma, des années de gloire du cinéma italien et allemand, et qu'on voit la chute à laquelle ils sont confrontés aujourd'hui, ça renvoie vraiment à la question du soutien public au cinéma. Je crois que les chiffres le montrent là, on le voit bien sur les graphiques, j'espère, parce qu'ils sont un petit peu pâles. Enfin bon, on voit bien que la France est là-haut, c'est en haut de la colonne, mais Italie, Allemagne, c'est très frappant. Pourquoi la Grande-Bretagne s'en sort si bien, entre guillemets? Elle s'en sort... Parce qu'elle n'a pas vraiment soutenu son cinéma en tant que public. Le parc de salles au Royaume-Uni, c'est essentiellement composé de multiplex. Et en réalité, le cinéma anglais est beaucoup porté par le cinéma américain, puisqu'il y a beaucoup de tournages. Donc ce sont des films anglais, pseudo-anglais, américanisés. C'est des inward investment, enfin, bref, c'est le plus souvent des films... qui sont systématiquement renvoyés par des majors américaines, tout à fait. Vers le Royaume-Uni. Parfois, il y a des films indépendants, mais la part de marché du film réellement anglais en Angleterre, c'est 9%. En France, on est 36%. Oui, Grégory Fess va ajouter autre chose. Je voudrais juste ajouter, parce que souvent, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, on dit que le prix de la place de cinéma en France est élevé, et on voit bien, quand on regarde le premier graphique, que le prix de la place, forcément, en Angleterre est beaucoup plus élevé, puisque avec moins d'entrées, il faut beaucoup plus de chiffre d'affaires. Oui. Donc, tout ça pour dire que le billet en France n'est pas si cher. On va y revenir sur cet aspect-là important. Benoît Danard, peut-être encore oui, une image. C'est un élément intéressant, c'est d'observer ce qu'on appelle l'indice de fréquentation, c'est-à-dire de constater que ce sont les Français qui vont en moyenne le plus souvent au cinéma, et ça on les oblige pas. Il y a une vraie appétence du public français pour la consommation de films en salle. Vous le voyez, on a un indice de fréquentation de 3,3 entrées par habitant, et sur ceux qui vont au cinéma, ils y vont en réalité un peu plus de 5 fois par an en moyenne, et c'est supérieur à ce qu'on observe, encore une fois, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Grégory Fess, justement, vous venez de faire allusion à ce soutien public au cinéma français qui est parfois montré du doigt, qui pose des questions en Europe, hein, on est encore heureusement dans l'exception culturelle. Vous êtes très content de voir qu'on parle de cinéma aux journées économiques. Ça a du sens. Oui, j'en profite pour remercier Pascal Lemairer, parce que c'est vrai que c'était une bonne idée. On a trouvé d'ailleurs à en parler. Je pense que François Benabou l'a bien dit en introduction. Il se passe des choses quand même dans le secteur culturel qui regardent aussi l'économie. Et je pense qu'on n'a pas souvent, enfin, vous le pratiquez vous beaucoup, mais c'est vrai qu'en tout cas à Lyon, on n'a pas souvent l'occasion d'en parler en termes économiques. J'ai aussi ma présidente de Verne Cinéma qui est à côté de moi. Moi, j'en suis très heureux. Elle nous a rejoints pour ça aussi, pour qu'on parle plus, je pense, à l'industrie culturelle avec d'autres milieux, des milieux bancaires, des milieux financiers, etc. Ce que je voudrais juste dire, alors juste un petit mot rapide justement sur les financements publics, parce qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup de financements publics dans le cinéma, c'est à la fois vrai et pas si vrai que ça, parce que c'est beaucoup des taxes qu'on appelle les taxes parafiscales, on ne va pas se lancer dans ce débat-là, mais finalement c'est plutôt les spectateurs eux-mêmes qui contribuent. Oui, on en parle beaucoup comme une industrie subventionnée, où les emplois ne sont pas de vrais emplois, etc. Mais en réalité pas tant que ça, c'est plutôt les gens qui consomment, entre guillemets, qui alimentent par des taxes le cinéma, et le budget de la culture est très très peu sollicité. Donc le budget d'État pour financer le cinéma notamment. Sur l'angle économique, je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais c'est vrai que la vision qu'a donnée au départ Françoise Benamou est à la fois optimiste, mais ça représente enfin, tout ce qui est l'évolution, c'est-à-dire à la fois la déterritorialisation et le besoin de socialisation, c'est vrai, c'est positif, mais c'est aussi une menace pour nous, évidemment. Donc la question pour nous, les gens du cinéma, c'est comment on arrive à évoluer dans cette double contrainte, en fait, pas si simple que ça. Menace, vous dites, à ce point?
Ah oui, bien sûr, oui, puisqu'on va, comme elle l'a dit, sur des consommations beaucoup plus individuelles. Et donc comment on arrive à faire entrer, enfin pour nous la question elle se porte à 10 ou 20 ans, c'est comment vous les jeunes vous allez encore continuer à aller dans les salles de cinéma alors que évidemment on voit bien notamment avec l'évolution des écrans, des multi-écrans, des écrans nomades, etc. On voit bien que je dirais si on peut parler de consommation, mais on est dans les journées de l'économie donc parlons-en, elle s'oriente quand même, d'abord elle se multiplie, donc ça c'est bien, mais elle s'oriente vers autre chose que la consommation ensemble. Enfin, Françoise Benamou, vous voulez ajouter autre chose et vous reprend le micro. Justement, moi je suis persuadée, c'est pas simplement de l'optimisme, que l'écran ou le numérique crée aussi le besoin du monde physique. Ça se voit même avec les phénomènes du click and collect dans les magasins, c'est-à-dire que les gens vont choisir ce qu'ils ont envie d'acheter sur Internet, mais au bout du compte, ils vont le chercher dans un magasin parce que ben voilà, ils ont quand même envie de voir aussi d'en parler autour des gens, des vrais gens, si je puis dire. Alors Laurent Creton, poursuivons justement, on va revenir sur les aspects strictement économiques, hein, évidemment, avec notamment Stéphanie Plex et Myriam Picot, et puis vous tous. Je voudrais qu'on ait le temps de parler également des salles d'art et d'essai, parce que là on parle de l'adaptation au grand complexe, mais c'est très important. Laurent Creton, vous êtes à peu près sur les mêmes constats, on fait des études aussi du côté de l'université sur la fréquentation des salles et sur ce besoin de socialisation dont parle Françoise Benamou. Je rejoins pleinement qui a été indiqué. Mettez votre micro bien près de vous. Merci. Présentement, c'est-à-dire la dimension dialogique entre des innovations technologiques qui sans cesse se renouvellent, mais avec possiblement un contresens pouvant amener à considérer que préparer l'avenir passerait par tabula rasa, une espèce d'amnésie. Le titre de ces journées, c'est comprendre le passé pour construire l'avenir. Et il me semble important de pouvoir resituer, au fond, l'ensemble de ces activités, de ces pratiques, dans une assez longue durée. Alors c'est pour ça il m'a semblé utile de faire référence à 1895, c'est-à-dire cette première projection payante. Nous sommes chez les Frères Lumière. Les Frères Lumière, et étant à Lyon, il était important de le rappeler, c'est-à-dire ce film, la sortie des usines Lumière en mars 1895, de rappeler aussi l'importance d'un Georges Méliès, prestidigitateur, homme de théâtre, et cette question du théâtre à l'italienne et des lieux où ces films pourraient être projetés, c'est-à-dire penser le cinéma en tant que spectacle, le penser aussi en tant qu'activité artisanale, artistique, industrielle. Ici, le premier studio du monde à Montreuil, avec sur la gauche Georges Méliès, qui est à la fois producteur, réalisateur, qui actuellement prépare des décors, qui est aussi comédien. Donc tous ces éléments-là, c'est-à-dire un même métier qui est celui naissant de l'industrie cinématographique, mais puisque je parlais d'une mise en perspective historique, j'ai en tête la formule prêtée à Louis Lumière quelques années après sa création, le cinématographe, une industrie sans avenir. Et puis ce discours rituel, mais nous l'entendons sans cesse, de la mort prochaine du cinéma. Alors la question évidemment supposerait de pouvoir répondre à la question, André Bazin, qu'est-ce que le cinéma? Parce qu'on peut le voir de nos jours, évidemment à la télévision, sur de nombreux écrans. Mais quand même, pour que le cinéma existe traditionnellement, actuellement encore, la salle de cinéma joue un rôle très important. Ce dispositif-là, cette projection a toute son importance. Alors, je ne sais plus si c'est, vous allez me dire, il y a plein de cinéphiles ici, si c'est Godard ou Fellini qui disait le cinéma, contrairement à la télévision, c'est quand le visage de l'acteur est plus grand que nous, plus grand que le nôtre. Alors qu'à la télévision, il est plus petit. Oui, mais là, ce qui change maintenant, c'est qu'à domicile, on a des écrans beaucoup plus grands, qui sont en haute définition, impossible. C'est vrai que chez soi, on peut maintenant avoir de grands écrans. Donc, ce que dit Françoise Benamou me semble absolument majeur. En gros, de nos jours, grâce aux technologies numériques, on peut tout faire à domicile, travailler à domicile, consommer à domicile, recevoir à domicile des productions culturelles. Alors on pourrait dire au fond, extrapolons la tendance, c'est fini pour ces salles. Et la réponse est non, c'est-à-dire qu'il y a un contre-effet, mais qui repose évidemment dans la capacité de construire, c'est Benoît qui le disait, un réseau de salles de proximité, mais qui est aussi des pratiques culturelles inscrites dans la durée,
autour de quelque chose qui n'est pas une obligation, mais un désir, le désir de se retrouver dans un espace, comme nous le faisons ce matin, pour partager des réflexions, et dans le cas du cinéma, très souvent, des émotions, l'un n'empêchant pas l'autre. Alors ce que je voulais rappeler, ça rejoint ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que pour cette activité que l'on dit formidablement menacée, je prends le cas de la France, depuis le point bas de 1993, les investissements dans les films français ont été multipliés par 3. Alors il y a eu une légère contre-tendance depuis la crise de 2008, qui est plutôt à mon sens une régulation par rapport à d'éventuels excès de type budgétaire. Je ne développe pas. On retrouve exactement la même forme de courbe sur le nombre de films produits qui ont été multipliés par 3 entre 1993 et nos jours. Simplement, il serait certainement dangereux de réduire l'engagement qui est nôtre, je pense que nous sommes nombreux ici à le partager, dans le cinéma, à la production. Et Benoît y a beaucoup insisté, c'est-à-dire que une des raisons qui permet d'expliquer une grande pertinence de la politique française du cinéma, c'est de ne s'être pas concentré sur la production, mais d'avoir pensé la filière dans son ensemble, bien sûr produire, mais penser à la distribution, penser aux salles de cinéma, penser au public. Et vous le disiez, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés présentement, selon les pays, c'est l'état du parc de salles, et y compris en Europe, d'assez grandes différences. Alors ce que je montrais ici, c'était simplement le fait aussi que dans ce secteur, pour exister dans un univers intensément concurrentiel, les distributeurs sont amenés à investir de plus en plus pour la publicité, la promotion, parce que la rivalité, enfin plus de 650 films chaque année, nouveaux films arrivent sur les écrans, et c'est une véritable foire d'empoigne pour qu'un certain nombre d'entre eux parviennent à se dégager. Alors, à exister et à se maintenir surtout. Et à rencontrer un public, au fond, c'est le sujet. Alors, dernier point, c'est la représentation du nombre d'entrées en France depuis 1895, il y en avait assez peu cette année-là, et donc le pic du milieu du XXe siècle à plus de 400 millions d'entrées, un effondrement stupéfiant qui en 10 ans se traduit par la chute de moitié du nombre d'entrées, mais qui peut faire penser à ce qui a pu se passer dans le domaine de la musique, c'est-à-dire qu'en 10 ans, on cesse d'acheter, comme par le passé, des CD, souvenez-vous, les CD. Mais ça veut dire que... C'est quoi, c'était concomitant à la télévision? C'est quoi, les années 60, c'est ça? La télévision. Ce n'est pas une explication suffisante pour faire la thèse de René Bonnel, mais ça veut dire qu'il y a des transformations de telle importance qu'une activité, semble-t-il, prospère et pérenne, perd la moitié de ses entrées. Alors regardez, quand on arrive en 1992, une tendance normale, ça peut être une idée clé pour moi, une tendance normale, y compris de gens qui se réclameraient de quelques compétences en économie, serait d'extrapoler la tendance, de dire au fond c'est fini cette histoire. Or, comme ça depuis 1993, en France, c'est que le nombre d'entrées a augmenté de 87%. Alors, pour une activité moribonde, ce n'est pas si mal. Simplement, cela répond à un certain nombre d'exigences et une volonté. Je vais citer... Attendez, je voudrais qu'on participe un peu à la discussion avec d'autres. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Justement, une réaction, parce que ça, on touche ici au soutien, hein, vous venez de le dire, et c'est là que j'aimerais bien que Myriam Picaud et Stéphanie Pex nous disent de quelle manière, et on se rapproche de la région Rhône-Alpes, hein, dans laquelle nous sommes, donc des territoires, de quelle manière ce soutien est indispensable, et pas seulement, comme vient de le dire Laurent Creton, pas seulement pour la production, mais pour l'image, en général, Myriam Picaud. Pour la métropole de Lyon. Hein. Voilà, moi je vais parler du cas de la métropole de Lyon. Alors les chiffres métropolitains concordent avec ces chiffres-là, c'est-à-dire qu'on voit une augmentation du public dans les salles de cinéma. On a vu en 2016
2017, l'ouverture de nombreuses salles et notamment, je pense à la reprise des anciens CNP par l'Institut Lumière, donc des cinémas qui reprennent des films du patrimoine. Ça, c'est un moment décisif dans la région, je crois, non? Tout à fait. Et ces salles permettent de perpétuer aussi une éducation à l'image qui est, et c'est là le rôle de la métropole de Lyon, la région le fait au niveau des lycées, mais nous, dès les collèges, puisque nous avons cette compétence des collèges, nous organisons des parcours cinématographiques pour les élèves des collèges, parce qu'il nous apparaît aujourd'hui, d'une part, indispensable qu'il y ait une éducation à l'image. Aujourd'hui, on apprend à lire, à compter, etc., à réfléchir. Il faut apprendre à utiliser et à comprendre l'image. Et cette éducation à l'image va se prolonger. Alors, ce parcours cinématographique se fait en partenariat avec des cinémas, des petites salles, des cinémas indépendants. Nous en avons une trentaine sur le territoire de la métropole, avec des prix extrêmement attractifs que les collèges et la métropole assurent pour les collégiens. Et dès l'année prochaine, il va y avoir l'introduction de classes numériques, c'est-à-dire qu'à l'aide des tablettes dont sont équipés nos collégiens, ils vont pouvoir passer à la phase active du court-métrage pour leur apprendre aussi à utiliser. On sait que tous nos jeunes utilisent, avec les réseaux sociaux et autres, les images sur leur téléphone pour leur apprendre à réfléchir, à prendre du recul par rapport à ces images qu'ils reçoivent et qu'ils peuvent produire. Alors, le soutien de la métropole, c'est aussi, alors nous ne faisons pas comme la région du soutien à la production cinématographique, ni à la diffusion, mais nous organisons un soutien d'abord par l'aménagement du territoire, c'est-à-dire que nous avons un grand territoire sur Villeurbanne qui est réservé, le pôle Pixel, qui est réservé aux entreprises de l'image. Il y a du cinéma, Rhône-Alpes Cinéma, ici présent, mais il y a également de nombreuses entreprises de l'image. Et ce parc permet aussi qu'il y ait une discussion entre ces différents acteurs, entre ces différentes entreprises. Et nous avons 16 000 m², nous en avons réservé 30 000 pour qu'il y ait un véritable... La présence du foncier, très importante, voilà. Très importante dans toutes les régions, hein, il faut bien, voilà. Bien et le préciser. Puis et puis soutien à des festivals aussi, vous êtes assez présent dans les événements. Voilà, soutien notamment au Festival Lumière qui vient de se terminer, et comme Thierry Frémaux le dit, c'est avant tout un festival pour tous. C'est-à-dire que c'est tous les habitants de la métropole qui viennent dans les salles de cinéma. C'est un formidable élan pour le cinéma. Et puis, en son sein, dans ce festival Lumière, il y a le fameux marché international du film classique, où se retrouvent toutes les activités qui vont de la restauration du film jusqu'aux diffuseurs de salles qui se retrouvent pour échanger sur l'importance aussi de cette industrie de la restauration, dont il y a d'ailleurs un pôle image numérique qui se tient. Et là, on touche au métier du cinéma, on va y revenir. La région est assez gâtée, hein, quand même, on peut le dire, on va le vérifier aussi avec Stéphanie. Vous vouliez dire auparavant, Françoise, une petite remarque, on vous passe un micro, puis Madame Pey. Oui, je trouve que, outre la politique patrimoniale de la région, qui est effectivement très importante, patrimoniale au sens du patrimoine cinématographique, là, je trouve très intéressant d'avoir joué cette carte des festivals et des salles, parce qu'effectivement, c'est la première condition nécessaire, peut-être pas suffisante, du maintien d'une industrie. On le voit très bien, par exemple, dans la presse, ce qui se passe, c'est très frappant. La presse souffre de 1000 mots, mais parmi ces 1000 mots, il y a la disparition des kiosques.
Et moins il y a de kiosques et moins la presse est vendue. Et si l'industrie du livre a survécu à certaines crises en France, etc., si elle est si forte, c'est aussi grâce au maintien d'un parc de librairies dans tout le pays, grâce à la politique culturelle et à la loi sur le livre. Donc je crois que ce choix qui a été fait par la région lyonnaise est extrêmement intéressant. Oui, soutien toujours, donc, et là on revient vers le privé. Stéphanie Pey, donc présidente du directoire de la Caisse d'épargne, mais également présidente d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et on ne va pas dissocier les deux. Cinéma, Rhône-Alpes, cinéma, bien sûr. On parle de cinéma. Et on ne va pas dissocier les deux fonctions finalement, parce qu'elles se rejoignent, on peut même leur trouver quelques points communs. Alors effectivement, ça peut paraître très, très bizarre hein, de nommer une banquière à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Je rassure tout de suite le public qui est dans la salle, je n'interviens absolument pas dans le choix des productions, hein, donc soyez rassurés, comme je suis totalement inculte en la matière, il n'y a pas de sujet. Mais vous êtes spectatrice, vous allez beaucoup au cinéma, j'espère. Je vais de temps en temps au cinéma. C'est pas assez. Et voilà, c'est pas assez. Beaucoup plus depuis que j'ai pris ces fonctions-là. En fait, la rencontre entre Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et la Caisse d'épargne, c'est simplement lors de la création, on est au capital. C'est une participation que je qualifierais de dormante pendant quelques années. Et puis, quand je suis arrivé dans la région avec mes équipes, que ce soit communication, management interne, on s'est dit avec Grégory, il faut peut-être qu'on anime un petit peu ce truc-là. Puis moi, j'y ai pris goût. Et en fait, quand Margaret est partie, il y a eu une redéfinition de la gouvernance, hein, puisqu'elle était présidente-directeur général. Donc Grégory a pris la direction générale, moi la présidence. Et je pense que le signe que voulait le conseil d'administration et l'ensemble de cette structure, c'était de dire, voilà, la culture, c'est un lieu... c'est pas un lieu qui doit être cloisonné, c'est pas un lieu qui doit être... Enfin, si ça doit rayonner, il faut surtout pas le sacraliser, le sanctuariser. Et donc, on a d'ailleurs dans le conseil d'administration, vous parlez du livre, on a Guillaume Descitres hein, qui nous a rejoint, ce qui est un très beau symbole, j'allais dire, de cette pluralité aussi de la culture. Donc voilà, donc moi je considère que ma place dans ce conseil, c'est déjà d'essayer de comprendre comment fonctionne le modèle, parce que c'est un modèle un peu particulier, c'est un modèle un peu complexe, mais que je trouve assez pertinent. La deuxième raison pour laquelle je pense que c'est très très important, ça a été dit à travers Villeurbanne et le pôle Pixel, ça a été dit aussi sur l'importance de la présence de festivals sur l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on a parlé du festival Lumière bien évidemment puisqu'on est à Lyon, mais on ne peut pas zapper le festival du film d'animation à Annecy. Il y a Clermont-Ferrand, il y a les Arcs aussi, hein, le festival du film européen, je crois qu'il y a en Ardèche, voilà, l'USAS. Bon, enfin bref, il y a énormément de festivals dans la région. Mais plus important, si on prend les cas de Lyon et d'Annecy, on dit souvent, vous savez, quand on fait du mécénat, alors c'est pas du mécénat là, en l'occurrence, mais c'est à peu près la même chose, pour 1 euro dépensé par une activité de mécénat, ça va générer 7 euros d'activité économique dans la région. Donc ça c'est très bien parce que vous faites un festival, vous dépensez 1 euro, vous avez du public qui va venir, qui va dépenser, qui va dormir, qui va manger, qui va sortir, etc. C'est très bien. Mais si on prend les cas, et c'est très bien, mais si on prend les cas de Lyon et d'Annecy, ce qui est encore mieux, c'est que vous avez ancré dans le territoire, de façon pérenne, j'ai envie de dire des clusters, parce que pour moi c'est entre, enfin, Pôle Pixel c'est entre le cluster et l'incubateur finalement d'une certaine façon, autour justement de ces arts créatifs, autour du cinéma, et à Annecy c'est la même chose avec le pôle Citia hein, qui fait exactement la même chose. Et si on veut faire le lien entre territoire ou pas territoire, passé et avenir, c'est bien parce que vous fixez des professionnels qui sont en train de réinventer un métier, peut-être une façon de le faire, peut-être après une façon de le consommer, bien évidemment, parce que c'est pas le tout de faire des films, s'ils sont pas vus, vous avez tout à fait raison monsieur, s'il n'y a pas de salle et s'il n'y a pas de... Enfin voilà, si on le regarde pas, c'est très joli, c'est... Voilà. Et donc, je pense que ce qui est important dans ce qui se passe dans cette région, qui au demeurant a un patrimoine naturel qui est juste exceptionnel. Hein. Il y a peu de régions en France qui ont autant, j'allais dire, de patrimoine naturel différent et de patrimoine urbain. C'est ça aussi qui est intéressant dans cette région. Enfin, moi, quand je discute, alors là, je reviens sur ma casquette de banquière, avec mes homologues qui sont implantés un peu partout en France, hein, puisqu'on a un groupe décentralisé,
Quand on voit les pôles urbains à côté de pôles, alors de montagnes, surtout dans notre territoire, mais pas uniquement, si on prend l'Ain, si on prend les anciens territoires de l'Auvergne, c'est aussi cette capacité d'attrait, parce que finalement le patrimoine naturel ou urbanistique, il attire au moins autant les réalisateurs. C'est bien d'avoir une très belle histoire, un beau scénario. Donc voilà, ce qui me paraît important, c'est que ça permet de pérenniser de l'activité économique, et une activité économique qui est fondamentalement tournée vers l'avenir. C'est ça qui est important. Et qui donc ne tourne pas le dos évidemment à tous ces nouveaux outils. Au contraire, mais dans le respect quand même du cinéma de salle. Et moi, en regardant les courbes, et je repasse la parole, en regardant les courbes là, de 400 000, et puis on dit c'est mort, et puis ça fait 87%, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe dans la banque, où on nous explique que les banques sont mortes, et que c'est les néobanques, que c'est les plateformes, etc. Et moi, je suis convaincue que non. Alors c'est un peu mon fonds de commerce, donc j'ai intérêt à... Vous y retrouvez des points communs. Ouais. Et voilà, et je pense que le sens de tout ça, c'est qu'il y a une forme de mélange des genres qui est en train de s'opérer. On vit une révolution industrielle, ça touche tous les univers, et donc ça touche aussi le cinéma, bien évidemment. Alors j'aimerais rebondir sur quelques questions là, qui nous arrivent et qui de plus en plus nombreuses d'ailleurs. D'abord pour Benoît Dana, je pense que c'était pour vous, puisqu'elle est tombée à ce moment-là, l'arrivée de Netflix. Vous nous avez donné des chiffres encourageants, hein, comme Laurent Creton aussi. Mais quand même, est-ce que ça s'est passé avant l'arrivée de Netflix, tout ça, vos chiffres ou pas car cette arrivée finalement assez récente. Vous citez de nombreux chiffres très satisfaisants pour l'industrie du cinéma. Ne pensez-vous pas que ça va aller en déclinant? C'est un outil de plus, c'est une très bonne question. C'est une excellente question. Pour expliquer pourquoi, enfin, c'est une vraie question, pourquoi la salle conserve-t-elle autant d'attrait par rapport à Netflix ou d'autres services. Et quand on regarde le comportement des spectateurs, il y a deux choses. Quand on regarde comment les Français vont au cinéma, en réalité, ils y vont à plusieurs, dans 90% des cas. Et dans 30% des cas, ils y vont sans savoir précisément quel film ils vont aller voir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'aller au cinéma, ce n'est pas que consommer un film. C'est créer une relation sociale au sein d'un groupe d'amis, de la famille. On va au cinéma, oui, puis on verra en fonction de l'heure à laquelle on arrive, quel film on va voir. Bref, c'est autre chose et c'est totalement différent que de consommer un film sur un écran. Et c'est ça qui sauve le cinéma, c'est qu'il y a aussi une dimension relationnelle dans le fait d'aller au cinéma, le plus souvent, dans 90% du cas, à plusieurs. C'est aussi, on le dit souvent, l'endroit du premier baiser. Bref, ça, il se passe plein de choses dans une salle. Maintenant, il y a des fauteuils pour deux. Il y a même des fauteuils pour deux. Non, mais c'est intéressant. Et quand on regarde la consommation typiquement de Netflix ou des services de SVOD, c'est une consommation individuelle. Alors après, il faut aussi relativiser les choses. On parle beaucoup de Netflix. En France, on peut le dire, c'est aujourd'hui la première plateforme de vidéo à la demande, de SVOD et de loin. Mais ils n'ont pas rencontré le succès en France qu'ils escomptaient, ou en tous les cas pas aussi rapidement qu'ils l'escomptaient. Ils sont arrivés en septembre 2014, donc les chiffres que je vous ai montrés sont après l'arrivée de Netflix. Et encore une fois, il y a plus de 14 000 films disponibles l'année dernière sur les écrans en vidéo à la demande. Il n'y en a jamais eu autant. Et pour autant, ce niveau de consommation dans les salles est toujours très élevé. Donc encore une fois, c'est parce qu'on n'est pas sur les mêmes modes de consommation. Et juste pour finir sur Netflix, en réalité, oui, Netflix ou les services de SVOD, c'est une nouveauté. Mais en France aussi, ce qui explique qu'il y a un peu une difficulté pour ces services de pénétrer le marché, c'est qu'en France, on a une spécificité, c'est le replay gratuite. On est le pays dans lequel la télévision de rattrapage est le plus disponible. On a 27 chaînes sur la TNT. Vous avez le replay de ces chaînes qui est disponible sur tous les écrans. Le replay aussi des chaînes à péage. Et ça, en France, ça explose. Et c'est le plus souvent gratuit. Et on est sur les mêmes écrans. Donc Netflix, on en parle beaucoup, mais au quotidien, il y a à peu près 3% des Français qui, hier, ont consommé de la SVOD, de la vidéo à la demande par abonnement. En revanche, il y a 80% des Français qui ont regardé la télévision hier. Donc ça positionne aussi, on en parle beaucoup, ça relativise, bien sûr. Mais hier, il n'y a que 3% des gens qui ont consommé ce genre de service. Oui, c'est pas tant que ça. Encore une petite question pour Benoît Dana, si vous souhaitez vous y répondre aussi. Deux questions en fait qui se rejoignent. Vous dites plus de 650 films qui arrivent sur les écrans en France, mais donc la concurrence est de plus en plus lourde avec le cinéma français.
Est-ce qu'il reste visible dans ces cas-là? Et autre question juste avant, quel film attire le plus les Français? Je ne suis pas sûre que ce soit les films français. C'est une réponse en quelques chiffres peut-être? Alors, en réalité, c'est même plus. C'est 716 films l'année dernière sortis en salle, 716 films inédits, et 7600 projetés dans les salles, qu'ils soient plus anciens. Donc on a une offre de films très abondante. Le nombre de films inédits croît en effet. Après, pour répondre à la question de... bien entendu, ça crée une concurrence plus forte. Français devant cette offre. C'est 14 films en moyenne par semaine. Les films français, là-dedans, ils s'en sortent quand même bien. Quand on regarde la part de marché des films français, on est à 36%. Dans les plus grands pays, on est autour de... en Europe, on est dans le meilleur des cas à 20%. Je le disais, en Angleterre, on est à 9% ou à 7%. Ça ne veut pas dire que c'est pas difficile pour les films français, mais on a une proximité culturelle des films français par rapport au public qui fait qu'ils s'en sortent très bien. Je prendrai l'exemple en ce moment du box-office de la semaine dernière, du box-office aujourd'hui. C'est quoi? En 1, on a Thor, 2, on a Épouse-moi mon pote, en 3, on a Au revoir là-haut. Et hier, c'est Au revoir là-haut qui a fait le plus d'entrées en France, lundi, mardi. Donc voilà, on a l'illustration. On a un film américain, un blockbuster américain, une grande comédie française, et un film plus ambitieux d'auteur d'Albert Dupontel. Voilà. Résultat des courses, vous le voyez, même dans l'actualité, aujourd'hui, dans le box-office de cette semaine, il y a 2 films français. Et qui, quand on additionne leurs entrées, font bien plus que Thor. On s'en sort donc pas si mal. Merci Benoît Dana. On parle du Festival Lumière à Lyon, vous dit-on aussi. Là, c'est un petit peu injuste parce que vous l'avez mentionné, mesdames, mais peut-être qu'on peut aller plus loin avec Grégory Fess. Et on oublie tous les autres festivals en région, on ne les oublie pas, qui aident au maintien en région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment, mais je les cite aussi, Festival de Clermont-Ferrand, le premier festival au monde de court-métrage, Villeurbanne, Annecy, je crois que vous en avez parlé. C'est donc le territoire beaucoup plus large que la seule métropole lyonnaise. C'est pour vous, Myriam Picot, mais vous êtes d'accord. Grégory Fess, quelques commentaires? Moi, sur les festivals, je voudrais rebondir sur Netflix, parce que là, on aborde la question de la diffusion, mais moi, je représente plutôt la partie production. Oui. Alors là aussi, je parlais un peu de menace tout à l'heure. Pourquoi ça réagit autant dans la profession? Alors c'est vrai que c'est plutôt les salles et pendant le Festival de Cannes que ça a réagi, mais nous, au niveau de la production, on a une vraie interrogation sur le changement de modèle. Je le résume très rapidement. Jusque dans les années 80, le financement du film se fait plutôt par la salle de cinéma. On anticipe les recettes de salle de cinéma par des systèmes qu'on appelle minimum garantie. À partir des années 80, la télévision, je parle du cinéma français, la télévision prend une place extrêmement importante avec la multiplication des écrans et l'arrivée, les dispositifs de reproduction aussi, avec l'arrivée du magnétoscope dans les années 80 et l'arrivée de Canal+, des dispositifs de télévision payante. Ça, c'était il y a une trentaine d'années. Et là, on arrive au bout du modèle, c'est-à-dire au bout d'un modèle qu'on a tiré au maximum, dont on a tiré un peu tous les fruits, et qui est aujourd'hui quand même assez bousculé et menacé par des offres différentes et des offres qui ne sont pas françaises. C'est-à-dire, voilà, très clairement, Netflix et d'autres viennent bousculer un modèle. On voit bien avec les décisions récentes de Canal+, quand même de diminuer 35 millions d'euros le financement du cinéma pour l'année à partir de 2018. Donc nous, derrière tout ça, on se questionne, et je parle surtout du cinéma français indépendant, comment allons-nous maintenir le financement de nos films, alors qui est certes pas mal soutenu par des dispositifs de taxation, mais qui eux-mêmes sont remis en cause, puisque là, la TST vient d'être en partie annulée. Enfin, il y a toute une procédure qui est en cours sur les questions de taxes versées au CNC. Donc nous, on se questionne quand même pas mal sur comment notre modèle va pouvoir perdurer dans les années à venir. Donc on est vraiment totalement projeté vers l'avenir, et si pour faire court là-dessus, on est obligé de prendre en compte l'arrivée d'opérateurs, de multiplateformes, type Netflix, etc. C'est impossible. C'est-à-dire on est projeté, nous, sur l'avenir. On ne peut pas se dire on va maintenir indéfiniment le système actuel. Ça, c'est pas possible. Même s'il se porte bien, comme on le dit, c'est impossible de rester en l'état. Laurent Creton, réponse aussi plus globale à tout ça? Disons, pour apporter, comme vous le faites, cher monsieur, ce contrepoint. C'est-à-dire que nous convenons ici que face à une espèce de déterminisme décliniste, il y a une vraie possibilité pour le cinéma d'exister, de se projeter dans l'avenir, et de ces salles aussi, mais que ce modèle présente de facto une grande fragilité liée à l'intensification concurrentielle, au renouveau de la concurrence,
Et il suffit d'avoir en tête ce qui s'est passé en Italie dans les années 80, perdre de la moitié des entrées en 10 ans. Mais prenons le cas de l'Espagne. Alors que dans les années 90, la plupart des pays européens ont connu une augmentation très significative des entrées, en 10 ans, l'Espagne perd la moitié de ses entrées. Et là, vous avez un cercle vicieux, c'est-à-dire que la fréquentation baisse, les salles de cinéma ferment, multiplication des faillites. Et on retrouve la situation dans laquelle, même si on veut aller au cinéma, ça devient très difficile parce que les salles ne sont plus là. Et quand en outre on examine la programmation, on est désespéré. C'est-à-dire que la question de la qualité de la programmation compte beaucoup. Et le point sur lequel je voulais insister, c'est que cette réussite, elle n'est pas donnée, elle suppose un engagement et des stratégies très affinées. On l'a dit pour les festivals, on l'a dit pour les publics, mais disons-le aussi pour les salles. Benoît Danard nous l'a rappelé, une politique d'aménagement culturel du territoire se traduisant par un grand nombre de salles, mais des salles qui sont modernisées. Bien sûr, la création de nouveaux équipements que sont les multiplex depuis 1993, qui représentent plus de 60% des entrées, mais 40% des salles, qui peuvent être des salles indépendantes, des salles à essai, qui se sont aussi modernisées. Et donc cela veut dire que la réussite dépend certes de la modernisation qui passe par une norme de consommation sur la qualité des images, du son, de l'accueil, j'allais dire des fauteuils, cette façon d'accueillir ce moment de partage, mais également des stratégies de différenciation en étant attentif à l'expérience. Quelle est l'expérience de celles et de ceux qui choisissent de se déplacer, de venir en salle? Car beaucoup de spectateurs, Laurent Creton, sont très attachés à leur salle d'art et d'essai ou à leur salle de proximité, de voisinage. Vous nous parlez des grands complexes et de la vitalité urbaine, mais quand même, parlons aussi du périurbain, des zones de campagne où il y a un travail assez remarquable qui est fait dans beaucoup de régions, on peut le dire, hein, Benoît Danard. Les cinémas d'art et d'essai résistent bien et très souvent avec beaucoup de dévouement de la part de leurs distributeurs. Oui, tout à fait. Je voulais juste vous remontrer deux petites cartes que j'ai faites, si on peut remettre la présentation. En réalité, oui, en France, on a cette chance-là d'avoir un parc de salles qui est particulièrement riche. C'est plus de 1000 salles, c'est près de 60% des salles de cinéma qui sont classées à essai. Alors qu'est-ce que c'est qu'une salle? Un cinéma à essai, c'est un cinéma qui a une programmation de diversité plus importante de films à essai. Ça ne veut pas dire que ces salles ne proposent pas aussi des films plus commerciaux, hein, ou des blockbusters, mais d'une manière générale, ils ont une programmation beaucoup plus diverse. Et ça, c'est une vraie spécificité française, c'est que près de 60% du parc de salles en France est classé à essai, prenant des engagements de programmation sur une plus grande diversité de films, français, mais aussi européens, mais aussi... voilà, c'est vraiment des engagements, et derrière, ça a forcément une conséquence. Ça a une conséquence puisque, par exemple, pour certains films européens non français, ces films auront réalisé plus d'entrées en France qu'en Angleterre. Ouais, donc certains films québécois vont réaliser plus d'entrées en France qu'au Québec. Et souvent financés aussi avec, grâce à de l'argent français. Coproduit avec la France, puisque le système de financement français du cinéma est aussi très ouvert sur l'international. Il faut savoir que la France a 56 accords de coproduction avec 56 pays différents dans le monde, et ça va bien au-delà de l'Europe, c'est sur les 5 continents, et donc chaque année, il y a à peu près une quarantaine de films, il y a beaucoup plus de films, la production française est coproduite avec une quarantaine de pays différents, hein, et il y a près d'une centaine de films chaque année qui sont coproduits avec des pays différents, et c'est une chance pour la cinématographie française et européenne et pour les cinématographies de ces pays-là, parce que ça veut dire qu'ils accèdent au marché français et que ces films coproduits avec la France vont aussi bénéficier d'une exposition dans plein d'autres pays. Ouais, alors, on n'a pas d'accord de coproduction avec les Américains. Hein, entendu, ils n'ont pas besoin. Hein, ils ne sont pas encore sollicités. Mais on parlait du cinéma italien, espagnol, allemand. Ouais, si on peut mettre le PowerPoint, je ne sais pas si... beaucoup. Est-ce qu'on peut retrouver les graphiques de Benoît Danard? Il y a beaucoup de questions très intéressantes, j'aimerais bien vous laisser le temps de les entendre. D'abord, il y en a une qui m'a amusée sur le prix des places. On vous dit, payez, d'ailleurs c'est pas très cher, je trouve, les prix parisiens me paraissent supérieurs, mais 5,60 € pour un film à grand budget, nullissime, c'est trop cher. 5,60 € pour un petit film génial, c'est pas cher du tout.
Alors, question compliquée. À quand le prix de la place libre, un prix fixe et selon les possibilités financières et qui selon le mérite aussi, une sorte de pourboire pour la reconnaissance du travail accompli. C'est Alison qui pose cette question. Pas facile, hein, comment est-ce qu'on juge d'un film qui a du mérite? C'est une vraie question. Alors moi je vais répondre par une boutade. Tous les films ont un intérêt cinématographique. Hein. Non, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, dans ce que proposent les salles, il y a ce qu'on appelle en termes marketing un mix prix qui est de plus en plus sophistiqué. Au sein d'un même établissement, il n'est pas rare d'observer sur une année entre 15 et 20 tarifs différents pratiqués sur une année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les salles proposent une vraie gamme tarifaire avec du low cost, que sont par exemple les cartes à entrée illimitée, des tarifs. Vous avez par exemple aussi, autre exemple, les soldes du mardi sur les films qui ne seront plus à l'écran le mercredi. Voilà, profitez des soldes, chaque semaine il y en a. Allez, le mardi soir, vous avez, alors je ne dirais pas quelle enseigne pratique ça, c'est pas mon rôle, mais vous pouvez faire des soldes toutes les semaines en allant voir le film, en allant voir le mardi soir le film qui ne sera plus à l'affiche le lendemain. Vous avez des tarifs pour les... Bref, je ne devrais pas le dire non plus, mais il y a plein de moyens de ne pas payer plein tarif. Hein, le prix moyen est à 6,51 €. Le prix moyen en France, 6,51 €. En France, ouais, 6,51 €. Et je le disais, beaucoup de salles parisiennes sont à 15 voire 18 €. Voilà, en région parisienne, on est à 1 € de plus. Dans votre région, on est dans les standards du prix moyen observé sur l'ensemble de la France, mais même sur l'agglomération lyonnaise, en fonction des établissements, vous avez des tarifs qui sont très différents en fonction des jours. Vous avez des tarifs étudiants, vous avez des tarifs pour les jeunes de moins de 14 ans, vous avez la fête du cinéma, vous avez le printemps du cinéma. Donc il faut être un peu malin et aller les chercher. Stéphanie Peck, vous voulez intervenir, et Françoise Benamou aussi. Oui, je voulais intervenir sur la question elle-même, quand est-ce qu'on peut fixer soi-même le prix d'entrée. C'est un phénomène qu'on voit apparaître pas uniquement dans la culture, pas uniquement dans le cinéma, mais où dans cette économie, j'allais dire qu'on appelle un peu sociale et solidaire, ou de proximité ou circulaire, où vous avez de plus en plus d'entreprises, alors c'est souvent des startups qui disent il n'y a pas de prix, c'est le consommateur qui va fixer le prix, qui va construire le prix. Et c'est très intéressant. Alors après, je veux dire, quand on est une grande chaîne, est-ce qu'on se lance là-dedans? J'en sais rien, c'est pas le sujet. Je pense que c'est plutôt des démarches individuelles de type un peu start-up, enfin innovantes. Ce qui est très amusant, c'est que c'est observé à peu près sur tous les secteurs d'activité. Quand on part sur ce modèle de pricing, qui peut aller jusqu'à la gratuité, puisque là, c'est le consommateur qui décide de payer ce qu'il a envie de payer, ça n'est jamais gratuit. Et vous le vivez aussi avec la banque, hein? Ouais, alors... On choisit sa banque sur Internet. On pourrait faire un débat, parce que les offres gratuites des banques, c'est en gros pour 2 services, c'est-à-dire encore... Donc c'est ce que vous dites, ça n'est jamais gratuit. Oui, mais sauf que c'est pas vous qui fixez le prix encore aujourd'hui. Voilà. Là, ce qui est très intéressant, c'est le phénomène de fixation du prix, c'est-à-dire que vous responsabilisez le consommateur, et que le consommateur, quand vous le responsabilisez, eh bien, il ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas alors s'il mettra le prix de la place à 6 € en moyenne, je ne sais pas quel impact ça peut avoir sur le business model, mais ce qui est clair, c'est que le consommateur devient responsable. Et je trouve, enfin c'est intéressant. Donc ça peut être, il peut y avoir, je sais pas, des expérimentations dans la région pour essayer de rentrer sur ces modèles, au moins peut-être un jour par semaine pour commencer. Intéressant. Françoise Benamou sur ce point. Les jeunes qui sont dans la salle ne savent pas, mais quand il y a eu les premières cartes d'abonnement illimitées au cinéma, il y avait eu une véritable polémique pour savoir si c'était bien, si ça n'allait pas dévaloriser la qualité du cinéma, le fait de pouvoir consommer en illimité, etc. Mais ce qui est frappant finalement, c'est que l'industrie du cinéma, enfin le monde du cinéma, a été extrêmement inventif sur cette question des prix et a essayé en réalité de s'adapter au plus près de ce qu'on appelle, nous économistes, le consentement à payer des gens. Et pour cela, avoir toute une gamme de prix possibles en fonction du moment, de l'abonnement ou pas de l'abonnement, de l'âge, du fait que les gens soient éventuellement RSA, etc. Et ça a été un travail très fin qui a été fait et qui est aussi peut-être une des explications de la fréquentation des salles. J'ai une question également pour Myriam Picot, je ne voulais pas laisser passer. La métropole ne soutient... Attendez, j'y reviens parce qu'elle est partie un peu plus loin, celle-là, voilà. La métropole ne soutient pas la création audiovisuelle, la région ne soutient que les sociétés de production et Rhône-Alpes Cinéma, seulement le long métrage. Comment permettre à la jeune génération
de créer des films via l'associatif dans ce contexte et comment soutenir la nouvelle création, surtout dans une ville dynamique comme Lyon. Le tissu associatif, Madame Pey en parlait à l'instant, les nouvelles formes d'économie. Myriam Picot. Oui, alors il y a un soutien, j'en ai pas parlé parce que c'était pas spécialement sur le cinéma, mais il y a un soutien de la métropole aux associations. On a un département vie associative et on fait des appels à projets auxquels les associations répondent et reçoivent des subventions pour ces appels à projets. Donc il faut suivre sur le site de la métropole le département vie associative et aller voir les appels à projets. Et par ailleurs, elle soutient, enfin, on a parlé du Festival Lumière, bien sûr, c'est le plus gros festival, mais elle soutient d'autres festivals comme le Festival Connexion qui lui-même regroupe un grand nombre de cinémas, dont du cinéma de court-métrage. Puis je vous en ai parlé tout à l'heure, le soutien, enfin même la création des classes numériques, c'est bien un début de soutien au court-métrage. Et dans le soutien au festival Connexion, il y a un soutien des festivals de court-métrage. Alors, voilà, je ne peux pas parler de toute la politique de soutien métropolitaine, mais il y a un soutien au projet associatif dans lequel le cinéma peut parfaitement s'inscrire. Petite question annexe pour Benoît Hanard. On parle beaucoup de la métropole, enfin de l'Hexagone ici en France. Qu'en est-il des dom-toms ? Pour cette fréquentation des salles et pour la présence de nombre de salles. Alors, les dom-toms bénéficiaient jusqu'au 1er janvier 2017 d'un statut particulier d'exonération 1er janvier 2016, d'un statut particulier d'exonération, on va dire des taxes qui viennent financer le CNC. Donc on avait peu d'informations sur la fréquentation des salles de cinéma dans les DOM. Il y a un parc de salles aujourd'hui, donc on commence à avoir des informations depuis un an. C'est un marché de l'ordre d'un peu plus de 3 millions d'entrées, 3,5 millions d'entrées, avec un parc de salles un peu, avec quelques gros groupes de multiplex et un parc de salles à réessai plus modeste qui est soutenu par le CNC, avant même qu'ils rentrent dans le système de taxation. Ils étaient soutenus au titre des aides sélectives. Pour la petite histoire, on a même financé des pirogues en Guyane pour un cinéma itinérant qui voilà, allait sur le Maroni. Voilà, donc il y a toujours eu de toute façon des soutiens de la part du centre à ces salles-là, et notamment aux salles à réessai. Mais c'est un parc qui a aussi été accompagné pour la numérisation, parce qu'installer un projecteur numérique dans les DOM avec des conditions d'humidité vraiment spécifiques, ça a posé des problèmes techniques, donc il a fallu, dans certaines zones, trouver des projecteurs adaptés. Et c'est un parc qui est en train d'évoluer, qui justement va bénéficier de plus en plus, va pouvoir bénéficier de plus en plus des soutiens du centre, puisqu'il est rentré dans le système vertueux de contribution et donc d'accompagnement de ce développement. Il y a un multiplex qui vient de s'ouvrir en Guadeloupe. Voilà. C'est un parc qui évolue, mais bon, bien entendu, il y a certaines difficultés compte tenu de l'isolement de certaines zones. Bien sûr. Autre question que je trouve intéressante et qui nous emmène également vers les métiers du cinéma. Pouvez-vous nous parler de la place de la femme dans l'industrie du cinéma, pas sur les écrans, productrice, distributrice, réalisatrice et tous les autres métiers, bien sûr. Il semble que la représentation des femmes dans ce milieu soit une des plus importantes au monde. Est-ce vrai en France? Et puis on parlera de la formation et des métiers, hein, avec les uns et les autres en région. Encore pour vous, Benoît Hanard, rapidement. Alors, oui, alors là aussi je vais faire une page de pub. Pour répondre à cette question, je vous invite à aller sur le site du CNC, cnc.fr. On a publié cette année une étude justement sur le sujet qui essaye d'appréhender la place des femmes dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Et c'est vrai, quand on compte, alors les choses sont toujours déséquilibrées, hein, bien entendu. Enfin, bien entendu, non, mais elles sont déséquilibrées. Pas bien entendu, pardon. Mais les choses s'améliorent. Pour donner peut-être un chiffre, mais qui n'est pas que représentatif, c'est la part des femmes réalisatrices de long métrage. Elle a plutôt eu tendance à augmenter. On est autour d'un peu plus de 22% de réalisatrices, donc on est très loin de la parité. Dans le secteur
de la production d'une manière plus générale, là aussi les parts des femmes tend à augmenter. On est plutôt là en termes d'effectifs autour de 25%, donc supérieur à ce qu'on observe pour les réalisatrices. Et on est encore plus supérieur dans le secteur de la production audiovisuelle, où là on est à près de 30% d'effectifs féminins. Donc les choses évoluent dans le bon sens. Après, voilà. On a aussi de fortes disparités selon les métiers. Il y a des métiers très féminins et des métiers beaucoup plus masculins dans la filière. Il y a des différences de rémunération aussi qu'on a pu observer, avec des vrais écarts, notamment sur les métiers les plus artistiques, où là, malheureusement, il peut y avoir des niveaux de rémunération horaires de l'ordre de moins 30% pour les femmes. En revanche, sur les métiers très techniques, là, il y a peu de différence puisque c'est encadré par les conventions collectives. Donc là, sur ces métiers-là, les écarts sont... Il n'y en a quasiment pas. Ouais. Sur les métiers à dimension artistique, oui, il peut y en avoir. De manière absolument injustifiée, évidemment. Françoise Benamou. Et différence énorme de rémunération, y compris sur les stars, entre les acteurs hommes et femmes, et ce qu'on appelle les acteurs ou actrices bankable, c'est-à-dire ceux qui font vraiment qui sont censés faire les succès des films, parce qu'après on peut discuter, il y a des études très intéressantes là-dessus, mais enfin bon, ceux qui sont censés faire le succès des films, et bien là aussi on a un écart de pratiquement 30%, si ce n'est plus, entre les salaires des hommes, les rémunérations des hommes et celles des femmes. CQFD. On parle justement de formation et de métier, ça fait aussi partie des nouveaux territoires. Vous voulez dire un mot là-dessus, Françoise Benamou? Vous l'avez introduit. Stéphanie Pé, Myriam Picot, ce que fait la région en ce domaine. Vous avez déjà mentionné l'éducation à l'image, ou Grégory Fals qui veut nous répondre sur ce point. Importance dans l'industrie du cinéma de soutenir les métiers et les futurs métiers et ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a aussi des questions là-dessus. Ça paraît difficile d'entrer dans ces métiers-là. Est-ce que, je ne sais plus, j'ai vu une question dans ce sens, ça fait un petit peu peur, ça peut effrayer les jeunes. N'avez-vous pas peur d'un appauvrissement de l'intellectualisation de la production du cinéma? Voilà, non, comment soutenir ces envies de cinéma? Ça, je pense pas. La question, c'est plus, si on veut être un peu pratico-pratique, c'est la question des débouchés, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a des débouchés. Je vais prendre un exemple parce qu'il est très spécifique en ce moment à notre région, c'est dans le domaine de l'animation, où on recrute à tour de bras partout, c'est-à-dire qu'il y a eu, alors grâce notamment au CNC qui a modifié les conditions du crédit d'impôt, enfin bon, ça c'est des détails un peu techniques et financiers, mais en ce moment il y a un besoin, rien que sur la région, il y a un besoin de recrutement sur l'animation, dans le domaine de l'animation, donc on va dire le dessin animé pour ceux qui ne comprennent pas ce mot, de environ 200 à 300 personnes, c'est-à-dire qu'on a une vraie pénurie d'emploi, et voilà, les formations sont à la fois adaptées, mais on a besoin de gens en ce moment, voilà, très rapidement. Et là, c'est une vraie question, comment former vite. Donc je dirais que c'est plus un problème, les formations sont en place, elles sont performantes, on a les meilleures écoles du monde un peu partout, dans tous les domaines, donc on va pas se martyriser de ce côté-là. Voilà, c'est une question plus d'adéquation par rapport à des marchés qui bougent un petit peu, mais je ne veux pas non plus décourager. Ni décourager, ni trop inciter, parce que ça reste en effet des métiers difficiles. Alors on peut dire que tout métier, tout arrivé dans un métier peut être difficile, l'accès peut être difficile. Et il y a je pense que chez les jeunes, il y a une appétence très forte pour ces métiers-là. Donc tout à fait. Il faut rester un peu prudent, et c'est comme tout, c'est une question d'orientation et une question de travail après. Oui, une appétence très forte, mais une crainte du débouché, comme c'est dit dans la question. Mais il ne faut pas être innocent par rapport à ça. Hein. Stéphanie Pé ou Françoise? Stéphanie Pé. Juste pour dire, la crainte du débouché, ce que décrit Grégory, c'est malheureusement l'inadaptation entre l'offre et la demande sur le marché du travail en France. Hein. C'est vrai, dans mon métier, je rencontre à peu près tous les secteurs d'activité. C'est vrai pour, j'allais dire, les métiers techniques de la vallée de l'Arve qui n'arrivent pas à recruter. C'est vrai. Pour autant, je pense que la très grande force, c'est d'avoir justement réussi, je me répète, mais parce que je pense que c'est très important, à stabiliser des entreprises, à créer de l'emploi et à créer des entreprises grâce à ces pôles que sont Citia ou Pixel. Parce que là, pour le coup, si on se pose la question du débouché, j'ai envie de dire, bien évidemment, ça restera des métiers un peu de niche. On est d'accord, à l'échelle de quelques millions de travailleurs ou de salariés en France. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est aussi des potentiels de création d'entreprises.
Et que l'emploi, il peut aussi passer par la création d'entreprises. Et voilà, donc si on a les meilleures écoles, qu'on a des pôles régionaux, enfin, venir vivre à Lyon ou à Annecy, il y a quand même des zones plus terribles dans la vie, quoi. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincue. Donc voilà, je pense quand même qu'on a des atouts pour trouver ces débouchés qui sont absolument phénoménaux. Myriam Picaud. Oui, juste un chiffre pour illustrer ce propos. Le pôle Pixel, c'est 60 entreprises, mais vraiment des entreprises très jeunes, de moyenne d'âge. Il y a des entreprises importantes, mais des toutes petites entreprises, donc des jeunes qui font le pari de l'entrepreneuriat sur des secteurs particuliers de l'image. Et c'est 450 emplois. Donc, et tous les jours, il y a de nouvelles entreprises qui frappent à la porte pour rentrer dans ce pôle Pixel. Et c'est la raison pour laquelle la métropole, je le disais tout à l'heure, envisage d'agrandir, enfin d'offrir plus de terrain. Et il y a 16 000 m² et il y en a 30 000 possibles, parce qu'il y a une véritable émulation entre ces entreprises. Et je pense qu'il y a encore de la place pour de jeunes entrepreneurs. Ouais, je vais juste corriger un chiffre, c'est pas 60, on est plutôt à 110, 120 entreprises. Donc, ça... C'est encore mieux. Laurent Creton, puis il y a une autre question très intéressante pour vous, Grégory Fess, mais auquel chacun peut répondre. Donc une contribution au débat, c'est une question vraiment importante, mais ça a été dit, qui renvoie à une réflexion plus profonde sur l'évolution des métiers, c'est-à-dire la nécessité de ne plus les penser comme autrefois, c'est-à-dire une correspondance biunivoque entre une formation et un emploi qu'on occupe très jeune et qu'on occupera toute sa vie de la même manière. Il y a une telle évolutivité que cela suppose que les formations soient des formations générales de haut niveau permettant, j'allais dire, d'évoluer, de faire des choses nouvelles tout au long de son existence. Deuxième point, il y a une forte attractivité, ça a été dit, des métiers de l'image et du son, le désir de faire du cinéma, le désir de faire de la musique, et il y a probablement une illusion par rapport au nombre de personnes qui pensent qu'il y aurait tous les débouchés nécessaires. Il n'en demeure pas moins qu'il y en a. Alors pour la Sorbonne Nouvelle que je connais, où il y a une formation universitaire, je suis frappé de voir le nombre d'étudiants que je retrouve dans différents métiers du cinéma. Bien souvent, ils arrivaient avec l'idée, sans se l'avouer, sans le dire, de devenir réalisateurs. Certains le sont devenus, comme Cédric Lapitch, qui a suivi notre cursus. Mais beaucoup, heureusement, ont compris, grâce à leurs études, mais aussi à des activités de stage, de proximité avec les entreprises, qu'il n'y a pas que la réalisation. On peut être producteur, on peut être distributeur, s'occuper de salles de cinéma. Beaucoup ont trouvé des débouchés du côté de la télévision, de la vidéo à la demande. Et maintenant, développer des compétences en matière d'image et d'image animée peut amener à travailler sur les films d'animation, mais également du côté de l'Internet, des sites, etc. Donc on voit bien que ça doit être pensé en termes de compétences, de combinaison des compétences, d'évolution, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-devenir, et que c'est dans ces... J'étais très intéressé à ce que vous disiez sur la logique de cluster, c'est-à-dire dans des espaces pluriels où finalement on peut s'investir, avec un autre thème que Françoise Benamou a beaucoup étudié, c'est-à-dire une réflexion sur l'articulation entre l'amateur et le professionnel, c'est-à-dire l'importance d'activités, disons, d'amateurs, mais qui peuvent permettre de construire de nouveaux métiers et de nouvelles activités professionnelles. Oui. Alors précisément, quand vous parlez de la Sorbonne Nouvelle, où vous enseignez, la formation se fait assez souvent, et là on rentre dans un sujet vraiment important dans notre sujet, notre thème de cette table ronde sur les nouveaux territoires, et sur les territoires évidemment, sur les régions. Deux questions qui se retrouvent. En parlant des entreprises, ferez-vous bientôt des agences artistiques pour le management des comédiens et des comédiennes ailleurs qu'à Paris? Et question complémentaire, pour Grégory Fess, mais je crois que chacun d'entre vous peut en parler, comment éviter la fuite des scénaristes lyonnais vers l'Île-de-France? Quelqu'un de très informé qui vous pose la question. Comment soutenir la production de longs métrages lyonnais? Le tournage en Auvergne-Rhône-Alpes sont essentiellement parisiens, c'est un problème.
et la suppression de l'aide à l'écriture ne va pas aider. Alors, il y a quand même un côté très parisien encore dans le cinéma. Est-ce que vous l'observez? Est-ce que, je pense que beaucoup de régions peuvent dire que les jeunes qui souhaitent faire du cinéma partent vers Paris. Oui, en ce moment, ça tombe un peu mal, parce qu'en ce moment, coup sur coup, on a eu Christian Carion qui vient de sortir son film, Gaël Morel qui sort son film, Raymond Depardon. Alors, on peut se dire, est-ce qu'ils sont lyonnais, pas lyonnais, etc. On a toute une série. Vous avez bien sûr Bertrand Tavernier, alors, oui, lyonnais célèbre. Peut-être encore moins lyonnais qu'eux, même si... Voilà, ils se revendiquent très lyonnais. Anne-Gaëlle Laval, qui habite ici. Enfin bon, on a eu, je pense, sur plus de la moitié ou presque les 2 tiers des films qu'on a accompagnés qui sont sortis cette année sont des réalisateurs ou des réalisatrices originaires ou habitants dans la région. Donc là, c'est un peu une circonstance particulière, je pense, parce que c'est pas tout le temps le cas. Mais est-ce que la question n'est pas plus, quand on parle de la fuite des scénaristes lyonnais vers Paris, c'est pas tout à fait ça qui est dit? Je pense que moi, ce qui est intéressant dans la question, c'est pas tellement le voir comme ça, parce que oui, on peut se le dire et ça existera toujours. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Certains, on parlait d'animation tout à l'heure, on sait que Annecy est l'endroit où les grands studios américains, Disney, etc., viennent piquer tous nos talents. Donc ils partent aux États-Unis, mais en général au Canada, mais en général ils reviennent, donc ils reviennent avec une expérience très forte. Donc en fait, c'est une question un peu de marché. Il se trouve que Paris restera, je pense, il ne faut pas en avoir peur, une place forte du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, tout ce qu'on veut. C'est une chose, mais après on a notre chance à jouer, et c'est ça qu'il faut voir, c'est un peu l'enjeu aussi de la question qu'on aborde aujourd'hui, des nouveaux territoires, c'est de voir comment avec les transformations des marchés, moi ce que je voulais dire aussi c'est l'hybridation de plus en plus, vous l'avez quand même introduit aussi, c'est-à-dire que les nouvelles technologies, il faut savoir s'en emparer, les écoles s'en emparent d'ailleurs, hein, elles sont plus seulement sur une seule thématique, le cinéma numérique classique. Ça s'hybride de plus en plus, le jeu vidéo, l'animation, on retrouve des techniques très parallèles, donc les métiers sont en train de changer. Et là, c'est là où on a une chance, et c'est là où il faut la saisir. Les talents, ça bouge, on va pas mettre des ficelles ou des cadenas au pied des talents. En tout cas, le plus important, je pense que ça reste d'avoir des talents, c'est-à-dire des talents forts, de leur donner la possibilité de développer leurs projets, donc ça c'est ce qu'on essaie de faire, d'avoir des entreprises qui les accompagnent, des producteurs, on l'a dit, des diffuseurs. Donc c'est tout un ensemble, une chaîne. Voilà, et les sociétés, pardon d'insister peut-être un peu lourdement, mais j'essaie de relayer cette question, les grandes sociétés de production, y compris pour les cinéastes lyonnais dont vous parlez, sont parisiennes. Oui, alors je prends un exemple un peu dans le domaine d'animation jeux vidéo, c'est Ubisoft. Ubisoft est connu en France, c'est une grande société, connue pour avoir beaucoup délocalisé ses activités au Canada, etc. Et Ubisoft, c'est quand même une très très forte implantation à Paris, une très très forte implantation dans la région à Lyon et à Annecy, une implantation dans le sud-ouest également. Et quand on fait le compte, c'est pas si mal, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui emploie de manière très très significative sur le territoire, avec des talents sur le territoire extrêmement reconnus mondialement. Et moi je pense qu'il faut plus voir les choses comme ça, c'est-à-dire se poser la question, on n'est plus dans un rapport classique, on va dire Paris-Province, qui a quand même beaucoup dominé la France des années 70, 90, dans l'ancien millénaire. Pour moi c'est dépassé, et c'est plus de se poser la question comment on s'inscrit dans un monde qui est beaucoup plus globalisé, et où d'être à Paris, à Lyon, à Marseille, en Bretagne ou ailleurs n'a finalement plus grande importance. On peut travailler à distance sans problème. Moi, de plus en plus, on me dit qu'il y a des grands talents d'effets spéciaux qui sont dans un village et qui travaillent avec les grands studios américains. Alors, c'est là où on a des difficultés, par contre, c'est à détecter tout ça et à le recenser. Mais voilà, il faut penser le monde un petit peu différemment maintenant, plus hybride, et que les chances sont pour tout le monde partout. Il faut du travail et du talent. Et des écoles aussi pour accompagner ça, parce que finalement, plus que tout, ce dont on a besoin, c'est d'un accompagnement. Et une fois que les écoles ont permis de travailler ce terreau du talent et des formations, après je pense qu'on peut développer les choses. Stéphanie Pey, vous voulez ajouter autre chose? Oui, je reviens sur ma notion de cluster. Dans toutes les industries du monde, un cluster, alors c'est bien évidemment c'est une grappe, ça veut dire grappe en anglais, cluster, voilà, de gens qui font à peu près la même chose ou qui font des métiers qui sont connexes et donc qui sont en train de créer des liens. Donc ça c'est le pôle pixel. Mais pour qu'un cluster fonctionne, il ne suffit pas d'avoir des super talents à un endroit qui se mettent à créer. Il faut avoir des infrastructures, vous disiez, quand on parle de cinéma, il faut avoir des salles, il faut avoir, j'allais dire, une forme de qualité de vie, parce que les gens qui travaillent, ils ont des familles, donc ça veut dire venir... Voilà. Donc je pense qu'il y a une forme de politique d'aménagement du territoire global à penser.
les transports, effectivement, Grégory a raison. Enfin, je pense que, alors même si, mais d'ailleurs c'est vrai dans tous les secteurs d'activité, hein, Paris et les régions, bon, voilà, ça, je pense que ça reste. Enfin, on est un pays quand même fondamentalement très très centralisé. Je pense que sur le cinéma, il y a aussi une énorme concurrence des autres régions européennes, notamment pour les lieux de tournage. Hein, enfin, je pense que c'est quelque chose qui est important, et que effectivement le numérique et les nouvelles façons de travailler déplacent complètement le rapport au travail. Mais c'est pas vrai uniquement pour le cinéma. C'est vrai pour tout. Enfin, on peut aujourd'hui, à partir du moment où on a une connexion internet à peu près correcte, alors ça pose d'autres questions parce qu'il y a encore des endroits où il n'y a pas de connexion internet correcte, mais bon, ça diminue quand même un peu. Hein. Les banquiers que nous sommes essayons de financer les plans haut débit qui sont notamment dans la région. Donc voilà, encore une fois, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui manque, en tout cas dans notre région, sur ce sujet-là, c'est le faire savoir. C'est vrai qu'il y a des festivals, c'est vrai qu'il y a des clusters, c'est vrai qu'il y a des pôles d'activité, il y a la qualité de la production. Hein. Enfin, moi j'ai été, alors je suis rentré très récemment dans l'univers d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Enfin, quand on voit le nombre d'entrées, alors c'est pas la seule façon de mesurer la qualité d'un film, je me doute bien le nombre d'entrées, mais enfin ça joue quand même un petit peu, parce que s'il y a des gens qui vont voir le film, c'est qu'a priori il s'est passé quelque chose, qui est tout à fait spectaculaire. Les prix qui ont été attribués, je pense à Ma vie de courgette, Belle et Sébastien en connaît. Donc on a des beaux festivals, on a des beaux centres d'activité économique et on a cette capacité à accueillir des belles productions. Il y a peut-être, donc l'écosystème il existe, et donc il y a peut-être une capacité, si on veut attirer des talents et donc faire de la rétention, ou au contraire, j'allais dire importer en Auvergne-Rhône-Alpes des talents en matière de réalisation, il y a peut-être un tout petit peu plus de faire savoir, parce que le savoir-faire il est là. Oui, Laura Creton, sur ce point encore, j'ai un dernier sujet après. Peut-être une idée que je voulais partager avec vous, c'est la référence quand nous étions au plus bas de la fréquentation cinématographique en France en 1992-93. Un ministre de la Culture, dont je tairai le nom par charité, a fait une comparaison entre les salles des cinémas et les agriculteurs. Il vaut mieux arracher la vigne et payer les agriculteurs pour qu'ils deviennent pré-retraités plutôt que continuer à entretenir une activité sans avenir. Or, il y a un département intensément rural, d'une grande beauté, qui s'appelle le Gers, grand département, 190 000 habitants, et qui a été confronté à ce sujet-là, et en gros, les salles n'allaient pas bien, il fallait les fermer. Or, une association cinéphile, Ciné 32, un conseiller général, une population a pris en main ce dossier en se disant on n'accepte pas la fatalité, quand il y a une tendance, on n'accepte pas simplement de l'extrapoler, et on a une réponse qui est le volontarisme et la volonté de s'en sortir. Parce que c'est ce que vous disiez, madame, par rapport aux désertifications, aux situations totalement, j'allais dire, asymétriques et aberrantes de surpopulation dans certaines zones tendues et pendant que d'autres vivent, disons, le déclin, de montrer que le maintien des salles de cinéma, c'est très important pour l'activité économique et pour bien vivre. Et pour dire, alors il y a une étude sur la géographie du cinéma tout à fait remarquable que vous pouvez trouver sur le site du CNC, qui montre que le Gers est le département qui a le taux d'occupation des fauteuils numéro 1 en France, et également qu'il est numéro 2 en France après Paris, qui est quand même très important en termes de part des films d'art et essai dans les entrées totales. Donc ça veut dire que ce qui était une situation totalement désespérée, prétendument, devient un exemple à l'échelle nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, chères concitoyennes, il n'y a pas de fatalité. Et vous devez parler du cinéma de Auch, non, qui est assez extraordinaire, et bravo de le dire. Mais on peut citer d'autres exemples. Moi, j'en connais de l'autre côté en Provence qui sont aussi remarquables, qui dépendent souvent quand même de la volonté de quelques personnes. Hein. Il faut le signaler au passage, il y a de vrais passionnés de cinéma qui le défendent corps et âme. Dernier sujet avant de conclure notre débat, je pars encore d'une question posée, même d'une ou deux qui peuvent se retrouver. D'abord, on vous dit, Benoît Danard, vous répondez le premier, mais on peut en discuter,
La plupart des films français ne sont pas rentables. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cible du public? Est-ce qu'il n'y a pas trop de films? Je crois près de 200 produits chaque année. Il me semble que c'est à peu près le chiffre. Mais j'ajoute la suite d'une autre question qui va avec. Je voudrais qu'on en parle ensemble. On a beaucoup parlé du cinéma français sur ces territoires, mais quel rôle joue l'échange culturel entre pays, notamment l'exportation justement du cinéma français vers de nouveaux horizons? C'est très important et on donne l'exemple de France-Colombie. Vous savez, ces partenariats, ces accueils, invitations de pays. C'était cette année, en 2017, mais il y en avait beaucoup d'autres. Ça marche ou pas? Alors, est-ce que ça marche ou pas? Oui, ça marche. Parce que sinon... C'est rentable ou pas? C'est ça la question. La question de la rentabilité est un vaste sujet. En réalité, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un film a une durée de vie dans ses différents modes d'exploitation particulièrement longue. Je dirais qu'il faut regarder la vie d'un film au moins sur 10 ans et pas se contenter de regarder l'économie d'un film au vu de ses 3-4 premières semaines d'exploitation. Ça n'a pas de sens économique. Un film, il vit en salle, il vit en DVD, il vit sur les chaînes à péage, il vit sur les chaînes gratuites, il vit en VOD, il vit à l'export. Au vu de tous ces modes d'exploitation, chacun des partenaires qui a investi fait les comptes. Si ce n'était pas rentable, il n'y aurait plus de production. Donc, après, bien entendu, si ça ne s'équilibrait pas, plus exactement, le système, il n'y aurait plus de films qui se fabriqueraient. Il faut quand même être un peu pragmatique. Voilà. Après, bien entendu, on est dans une économie de prototype. Où faire un film, on ne sait pas par avance combien ça va faire d'entrée et quelle va être, in fine, la carrière du film sur tous ces modes d'exploitation. Donc, le principe du financement des films, c'est de répartir le risque entre différents partenaires qui vont chacun investir et qui récupéreront leur investissement au fil du temps. Mais j'insiste vraiment là-dessus, au fil du temps. Il ne faut pas conclure des résultats, des seuls résultats du mercredi, de la rentabilité d'un film. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai plus les chiffres en tête, mais on a fait une étude il y a quelques années sur le sujet qui montrait que justement les recettes, selon les différents modes d'exploitation des films, s'étalent fortement dans le temps. Et c'est au global ce qui fait que le système arrive à s'équilibrer. Après, bien entendu, il y a des évolutions dans la structure de financement des films en fonction du poids de chacun des modes d'exploitation des films. Le DVD occupe une place bien moindre aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans. La VOD bien supérieure aujourd'hui, parce que, on va parler chiffres, un succès en VOD aujourd'hui, c'est en VOD à la demande, à la location, on peut avoir des chiffres d'affaires bruts, enfin du chiffre d'affaires consommateur de l'ordre de 1,5 million d'euros. C'est pas rien quand même, même si c'est un petit marché la VOD. Donc voilà, c'est un système. Et au global, pour répondre à la question, oui, le système s'équilibre. Après, un film à 10 ans devant lui. Quoi. Voilà, et après, avec des échecs, avec des succès, voilà. Mais... Moi, je vais relativiser un petit peu quand même. Moi, je suis côté la production et on est coproducteur des films, donc c'est un sujet que je connais plutôt bien. C'est difficile. C'est-à-dire que je parle sur le cinéma français, notamment le cinéma d'auteur français, mais le cinéma, quel qu'il soit d'ailleurs son budget, parce que finalement, c'est une question d'échelle. Le cinéma d'auteur français coûte peut-être un peu moins cher à fabriquer, mais le problème de la rentabilité est un peu le même, parce qu'il faut plus d'entrées pour les films qui coûtent plus cher. C'est difficile, il y a des effets de seuil importants. Benoît, je sais pas, on l'a montré, il y a quand même une forte croissance aussi des coûts de publicité, de promotion des films. Donc ça rentre aussi dans la rentabilité. Et on est quand même dans une industrie qui, prix film par film, est assez déficitaire quand même globalement. Donc il faut arriver à équilibrer. Et vous le soutenez toujours, c'est-à-dire par exemple, en revenant sur la caisse d'épargne, puisque oui, si on prend l'exemple des interventions publiques, que ce soit de l'État ou de la CNC ou des régions, parce que la plupart des régions, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes, soutiennent la région, elle soutient à hauteur de 3 millions d'euros le cinéma par an, ça rentre dans cet équilibre. Il y a un besoin de soutien public. Après, sur la question du nombre de films, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas de problème à dire qu'on fait un peu trop de films maintenant. Près de 200, c'est ça, produit chaque année? On en est où actuellement? C'est plutôt 300. Plutôt 300 Plutôt 300, oui. Moi je pense qu'on était mieux à 200 qu'à 300. Et très objectivement, on était mieux à 200 qu'à 300 parce qu'en plus ça crée un embouteillage dans les salles.
ça brouille quand même la visibilité sur les films, donc on est mieux de et ça réduit leur temps de présence dans les salles. Parce qu'après, la question, c'est de savoir lesquels il faut supprimer. Là, en ce moment, un des succès un peu surprise de la rentrée, c'est Petit Paysan. Si on avait dit on fait 200 films au lieu de 300, est-ce que Petit Paysan aurait été produit? Voilà. C'est une vraie question. Ma vie Courgette, c'est un succès à l'arrivée, ça n'a pas été forcément un film facile à produire. Et puis Benoît me le faisait remarquer, je crois que c'était, je ne sais pas s'il l'a exposé, c'était dans ses chiffres. Après, il y a le problème si les films français n'occupent pas les écrans, qui va les occuper? Probablement le cinéma américain. Et donc on va encore avoir moins de place. Donc c'est aussi une question de concurrence sur les écrans. On va être obligé de conclure malheureusement. J'avais une question sur l'exportation quand même. C'est intéressant ce que disait France Colombie. La présence des films français à l'étranger. Elle est très vite, Benoît Dammarin, on conclut. Elle se renforce progressivement, mais c'est un marché qui est de plus en plus difficile. Elle est souvent portée par quelques succès. Après, les films d'auteur, on ne le sait pas assez, ont leur public à l'étranger. Et c'est assez paradoxal. Enfin, c'est un paradoxe en réalité, c'est qu'il y a certaines régions dans le monde qui sont très férues d'auteurs français, de réalisateurs français ou d'acteurs français. Et ça, c'est une vraie chance. Et concrètement, on peut dire qu'il y a de gros efforts qui sont faits par les exportateurs, par Unifrance et d'ailleurs aussi par le CNC, puisqu'il y a un système de soutien depuis nouveau à l'exportation qui a été mis en place pour renforcer, je dirais, la présence des films français à l'étranger et aussi pour inciter les producteurs à un peu plus penser international quand ils montent des projets. Parce que c'est aussi, il faut sensibiliser toute la filière à ça, c'est que, mais certaines années, ça a pu arriver, encore il y a 2 ans, où les films français ont fait plus d'entrées en dehors de la France qu'en France. Donc ça arrive, c'est pas tous les ans, mais parfois il y a des très belles carrières de films, que ce soit d'auteurs ou de films plus commerciaux à l'international. Mais c'est un marché qui est très difficile. Oui, on pourrait parler du protectionnisme, entre guillemets, notamment du cinéma américain qui prétend qu'on n'aime pas les films sous-titrés aux États-Unis. C'est un exemple. C'est vrai, mais on conclut avec vous, François. La France est une des rares cinématographies qui est présente aux États-Unis, même en toute petite proportion. Donc il y a quand même un vrai dynamisme à l'étranger. Cela dit, il ne faut pas non plus avoir une vision angélique du monde du cinéma. C'est quand même une industrie en France qui est extrêmement vivante et prolifique. C'est vrai qu'on fait beaucoup de films. Certains films n'ont qu'une sortie technique. Donc il y a vraiment des questions à se poser sur à la fois le maintien, bien entendu, du mode de soutien au cinéma, mais aussi son évolution compte tenu de tout ce qu'on a évoqué ensemble, les nouvelles technologies, la nécessité de revaloriser le territoire, etc. En tout cas, merci à tous et merci tout particulièrement à tous ceux qui ont accepté de venir. Absolument, et merci à la salle aussi. Et merci à Dominique. Pour toutes ces bonnes questions qui ont été posées. On vous laisse beaucoup de débats encore dans la journée. Bonne journée à tous.